Oui, merci. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on ne peut pas se réunir comme nous l'avions fait en 2017 avec des réunions grand public. Cette nouvelle crise, elle est sans commune mesure par rapport à ce que nous avons vécu les années précédentes. Sans commune mesure par rapport à la virulence et la rapidité de propagation de ce virus, du nombre de foyers journaliers. Aucun système de production n'a été épargné. Et nous avons connu un cruel manque de moyens humains au plus fort de la crise qui ont conduit les éleveurs foyers à vivre des situations inadmissibles et choquantes. Personne n'a été épargné. 7 800 emplois directs, 16 000 emplois indirects. Et lorsqu'une filière est touchée à ce niveau-là, c'est toute une économie qui est à l'arrêt. Au travers de cette introduction, je ne fais que traduire l'ambiance du terrain, alors qu'il nous faut reconstruire notre filière, connaître les conditions de reprise, avoir des dates qui nous permettraient de nous projeter dans l'avenir et en tout cas repenser à comment on reconstruit notre filière. Le sujet n'est pas de remettre en cause l'élevage en plein air. Le sujet est de trouver la solution de protéger les animaux pendant la période à risque. On ne parle que, c'est beaucoup, mais de la période à risque. Il faut aussi, je sais que la profession le fait, réfléchir à l'organisation de la production tout au long de l'année en fonction des produits et des marchés pour peut-être éviter d'avoir énormément d'animaux au même moment dans les exploitations, dehors, pendant la période à risque. Si un éleveur ne fait pas ce qu'on appelle la ND1, il emporte un blocage pour ses collègues. Il y a deux messages que je retiens, mais qui sont aussi ceux sur lesquels nous on est engagés. C'est à la fois la rapidité avec laquelle on doit pouvoir déployer nos dispositifs pour permettre en fait aux éleveurs de sortir la tête de l'eau quand les difficultés sont intenses. Et donc on a une ambition collective et une exigence collective de rapidité dans le déploiement des indemnisations économiques. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que la deuxième exigence est une exigence en fait de concertation et de dialogue, d'où les groupes de travail. Donc on concerte, on dialogue, et c'est cet équilibre entre rapidité, dialogue et concertation qu'il faut tenir et savoir trouver parfois le bon équilibre entre les deux. Maintenant, au niveau des délais, certes, c'est ce que je dis aussi, il ne faut pas non plus confondre rapidité et précipitation. Je vais plutôt m'attarder sur la partie donc, au niveau de l'aval. Au niveau de l'aval, la rapidité voudrait qu'on ferait du copier-coller de 2017. Je dis non. Je dis non. L'éligibilité aujourd'hui qui a été faite en 2017 va laisser trop d'entreprises sur le bas-côté. Ces gens-là donc, vont subir une double peine en étant à l'arrêt et ne pouvant pas bénéficier d'indemnités. Ça, c'est juste intolérable. Il est inconcevable de mettre toute la zone en place d'un seul coup en production. D'abord, parce qu'il y a l'approvisionnement des canetons, mais il faut aussi il y a un cycle de vie qu'il faut reprendre. Donc, si on peut, je dirais, par secteur, et quand vous aurez justement le retour des ND1 pour justement identifier des zones qui pourraient être levées un petit peu avant, je pense que ce sera important que cette grosse, ce qu'on appelle vulgairement la grosse patate là, du milieu, là, si on la coupe en 2 ou en 3, je pense que ce sera encore quelque chose de plus acceptable pour l'ensemble des producteurs. En règle générale, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'une vaccination fonctionne, il faut un vaccin qui fonctionne. Expérimentalement, je pense qu'il y a des bonnes pistes, mais il n'y a pas de vaccin industrialisé qui fonctionne aujourd'hui vis-à-vis du H5N8. Et deuxièmement, il faut un dispositif, toute une stratégie autour pour empêcher que, sous couvert de vaccination, des animaux, des élevages, continuent à laisser circuler le virus à bas bruit. Cette année, le virus, en fait, il a vu en Chalosse une seule grande exploitation. Il a traversé le sud des Landes et, du point de vue du virus, il a vu une exploitation. Mais on a un contexte qui est, dans les faits, très favorable à la dissémination du virus. Le virus circule encore très activement en Allemagne, par exemple. En 4 jours, ils ont eu 4 cas en faune sauvage qui ont été déclarés. Nous, on vient d'avoir 2 nouveaux cas dans la faune sauvage de déclarés dans le Bas-Rhin et dans les Ardennes. Donc voilà, c'est pas la situation est vraiment en bonne voie de résolution, mais il faut qu'on soit vraiment vigilants tous ensemble pour ne pas être confrontés à une résurgence entre guillemets. Et donc, il y a eu une vraie détresse sur le terrain.
Et là-dessus, je veux dire que nous, on a travaillé également pour venir en accompagnement de la mutualité agricole qui a mis en place des mesures de soutien pour ces exploitants. Je parlerai par exemple des soutiens au répit, des soutiens également au remplacement, des soutiens d'accès psychologique, de soutien psychologique dans les exploitations. Et nous avons également, nous, mis en place et voté la reconduction d'un dispositif de RSA dérogatoire. On a un seul ennemi commun, c'est le virus. Demain, il faut que l'on trouve la solution pour protéger sanitairement nos élevages, quel que soit son mode de production. C'est ça que nous devons faire. Nous devons le faire collectivement. J'espère qu'on donnera des idées, des pistes, mais nous y travaillons. Nous allons élaborer toutes les solutions possibles, imaginables, qui sont faites à la fois dans ce département, mais aussi nos départements voisins. Moi, je suis fière d'être agricultrice, je suis fière d'être dans cette production. Et demain, je veux que mon fils puisse continuer à travailler dans cette production. Alors, faisons en sorte que cela soit possible, tous collectivement.